Salut les aventuriers, c'est Jonathan de la chaîne KL et Psycho, la chaîne qui décortique votre émission préférée au travers de la psychologie. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas je suis en pleine forme pour cette nouvelle vidéo qui est la dernière d'une série de 9 qui visait à vous présenter les 9 énéatypes dans koh Lanta. On termine du coup avec l'énéatype 9 et c'est tout de suite. Petite description du fonctionnement de l'ego du 9 avant de passer à des exemples concrets. Alors le 9, c'est le centre instinctif préféré à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur. Il essaye de se dominer soi-même et de dominer les autres. Le problème pour le 9, c'est qu'il fait partie du triangle, avec les énéatypes 3 et 6. Ce sont les énéatypes qui préfèrent leur centre préféré à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur. Cette double direction va créer de temps en temps le phénomène de bascule du centre préféré qui va devenir réprimé. En l'occurrence pour l'énéatype 9, son centre instinctif de temps en temps va devenir réprimé. Difficile de dominer quoi que ce soit quand on n'a plus l'énergie du centre instinctif. La solution qu'a trouvé le 9, c'est une solution instinctive, c'est du coup de ne pas provoquer l'agressivité des autres. Il va les accepter tels qu'ils sont et il peut même leur apporter son soutien. On dit que l'orientation du 9, c'est l'acceptation et le soutien. Pour atteindre cette orientation, la compulsion du 9, c'est d'éviter à tout prix les conflits. C'est difficile pour un 9 de dire non et à cause de ça, il peut être amené à faire des choses qu'il n'aime pas forcément puisqu'il a du mal à s'opposer à ce qu'on lui dit. Pour à tout prix éviter les conflits, le 9 va utiliser deux mécanismes, la passion et la fixation. La passion du 9, c'est la paresse. C'est avant tout une paresse à se connaître. Ne pas savoir ce qu'on pense, ne pas savoir ce qu'on aime. Quand on n'a pas d'opinion, difficile d'être en désaccord avec les autres. Par ricochet, ne pas savoir ce qu'on veut amène le 9 à ne pas faire grand chose. Il a du mal à passer à l'action puisqu'il ne sait pas quoi faire. Il a besoin d'une stimulation extérieure, d'une motivation qui vient des autres. C'est vrai que tout seul le 9 n'a pas vraiment de motivation. On dit que c'est un aquaboniste. À quoi bon faire ça? Je m'en fous, de toute façon je suis bien, j'ai pas besoin de ça. De toute façon si vous écoutez un 9, tout va toujours bien. La fixation du 9, ça s'appelle l'oubli de soi. Ça crée une difficulté à penser à soi, une difficulté à être présent dans les divers moments de la vie, une difficulté à exister en fait. Il n'ose pas s'affirmer et il n'ose pas faire des choses. Vous pouvez toujours essayer de faire parler un 9 de lui, de sa vie. Il va avoir beaucoup de mal et va être très vite déstabilisé. Donc je récapitule les mécanismes égotiques du 9. Son orientation, c'est l'acceptation et le soutien. Sa compulsion, c'est d'éviter à tout prix les conflits, par la passion de paresse et la fixation d'oubli de soi. Maintenant qu'on a terminé la partie théorique, je vais prendre un candidat emblématique pour illustrer l'ego du 9, et pour ça, j'ai bien évidemment choisi notre bon vieil ami Taeyura. Taeyura qui a participé 4 fois à l'émission. La première fois la saison 11 en 2011, la revanche des héros en 2012, la nouvelle édition en 2014 et dernièrement l'île des héros qui a été tournée en mars 2019. On commence par le centre instinctif préféré vers l'intérieur et vers l'extérieur. Tae, il dispose d'une très belle énergie, il passe à l'action facilement et par exemple sur le camp, il est multitâche et il reste rarement sans rien faire. Et il y a chez Taeyura cette caractéristique qui existe chez tous les 9, c'est ce mélange de calme et d'énergie. Il a le centre instinctif préféré, ça lui donne de l'énergie, mais le 9 est quelqu'un qui cherche le calme intérieur. Il cherche à éviter les conflits pour avoir la paix, et donc ça crée quelqu'un de calme. Il est calme et énergique. La double direction du centre préféré, ça va l'amener à contrôler son environnement et lui-même. Et ça crée quelqu'un de profondément sympathique qui se satisfait facilement de sa vie.
Il y a quand même la problématique à la colère, puisque le 9 préfère le centre instinctif, mais la colère, elle est très difficile à percevoir chez le 9, car c'est souvent synonyme de conflit, et par conséquent, elle est refoulée à l'intérieur de lui, elle est enterrée au fond de lui, pour rester en bon terme avec les autres. C'est très rare de voir un 9 s'énerver. La plupart des 9 sont d'ailleurs inconscients, mais tous les 9, en fait, accumulent leur colère à l'intérieur d'eux. Un peu comme un vase qui se remplit, qui se remplit, qui se remplit. Et c'est très dangereux parce que de temps en temps, évidemment, il faut vider le vase. Et en fait, quand un 9 s'énerve, on dit dans l'énéagramme qu'il n'y a rien de plus violent que les colères du 9. Alors heureusement, c'est très rare. Et quand ils se mettent en colère, ils déversent tout d'un coup. Et donc ça crée des colères très violentes et très brutales. On va passer à l'orientation d'acceptation et de soutien. Alors tout simplement, le 9 se fond très facilement dans un collectif. Et ça a été le cas de Teiura. Effectivement, le 9 ne prend pas trop de place et participe à la bonne ambiance du groupe dans lequel il est. Et Tei, il s'insérait facilement dans les équipes dans lesquelles il était. Et il a montré de réelles capacités à accepter les autres tels qu'ils sont et à toujours entretenir des bonnes relations avec tous. Je vous défie de me trouver un aventurier qui a gardé un mauvais souvenir de Teiura, je suis pas sûr que vous allez en trouver. Ensuite, la compulsion d'évitement des conflits. Alors c'est difficile de se fâcher avec Tei. C'est un mélange de calme et de sagesse. Tei, il s'impose pas. Même après son élimination en 2012, c'était assez flagrant à ce moment-là. Sa réaction, elle est retenue alors qu'il a été trahi par sa propre équipe. Il y aurait eu des réactions beaucoup plus belliqueuses de d'autres personnes. Tei, finalement, c'est assez soft, la réaction qu'il a eue. Il y a un autre exemple qui est très flagrant, c'est pendant l'épreuve des guides en 2012. Il va perdre l'épreuve, en partie, c'était à cause de l'anti-jeu de Freddy, qui désorientait exprès Teiura, qui lui avait les yeux bandés et qui était guidé par Kumba. Et c'est marrant de regarder la différence de réaction justement entre Tei et Kumba. Kumba qui est une aînée à type 7, qui elle essaye d'éviter la souffrance. Et contrairement à Kumba, on a Tei qui pardonne très facilement et très rapidement. Et après les excuses publiques de Freddy, il dit la fameuse phrase qui est typique du 9, vraiment ça c'est très très 9, c'est le « pour moi, il n'y a pas de problème ». Voilà, ça c'est ultra 9. Il y a encore un autre exemple assez flagrant, c'est l'histoire de la flèche cassée de Moussa dans l'île des héros. Puisque donc l'ego du 9 déforme la réalité et lui fait accentuer la perception des conflits. Et c'est vrai que dans l'île des héros, Tei, il pensait que Moussa avait pour idée de l'éliminer parce qu'il lui avait cassé sa flèche. Et Moussa, il exprimait sa colère, mais pas au point d'envisager d'éliminer Tei. En fait, Tei, il a été trop loin dans ce qu'il pensait. Il a surestimé l'aspect conflictuel de la situation. Et il a voulu rattraper ça après pour éviter le conflit en allant voir Moussa, en lui disant « non, il n'y a pas de problème, etc. etc. » On soulignera aussi un dernier élément, c'est pas un élément précis, mais c'est globalement à chaque fois qu'il parle, c'est le langage hypnotique. On a un Tei qui parle calmement, qui parle lentement, en disant des évidences avec lesquelles il est impossible de ne pas être d'accord. Ça aussi, c'est une stratégie classique chez le 9. Le style de communication fait partie intégrante de la manière dont on va être perçu par les autres. Et donc, c'est important d'éviter les conflits aussi dans sa façon de parler. Et ça crée chez le 9 souvent cette façon de parler. On est assez lent, on dit des choses un peu bêtes, un peu évidentes. Ça sert à rien ce qu'on dit, mais de toute façon, on ne sait pas quoi dire puisqu'on n'a pas d'opinion. Donc, on se concentre sur des faits. Et on dit les choses calmement, avec un ton posé et sympathique. Ce langage hypnotique, il peut être aussi un peu énervant en fait pour les autres. C'est vrai que quand on entend par exemple parler Tei, on se dit mais oh non, c'est pas intéressant ce qu'il dit. Enfin, on s'attend pas en fait à on n'est pas stimulé. C'est un peu, je sais pas si vous avez déjà écouté des conférences de presse de Zinedine Zidane, mais c'est exactement pareil. En fait, quand on écoute un 9 parler, on a l'impression qu'on va s'endormir, quoi. Donc c'est pas forcément agréable pour l'interlocuteur. Contrairement à ce que croit le 9 qui lui fait ça dans le but d'éviter les conflits. Maintenant on va passer à la passion de paresse. Alors c'est vrai que Tei, il a du mal à savoir ce qu'il pense.
Et à chaque choix, c'est vraiment un tiraillement pour lui. Il va se faire éliminer en grande partie à cause de son choix de ne pas prendre Laurent après un confort qu'il avait gagné dans la nouvelle édition en 2014. Et voilà, dans chacune de ses aventures, Théé, il avait des alliés qui faisaient la stratégie à sa place. Lui, il se contentait un peu de suivre, il le dit lui-même, hein, la stratégie, c'est pas mon truc. Il utilise les pensées des autres pour se faire une idée du jeu. Mais de lui-même, s'il n'a pas les autres, il est un peu perdu, il ne sait pas comment faire, comment s'y prendre, etc. Ou quand il veut faire un truc, il s'y prend vraiment mal. Donc ça, c'est la passion de paresse à se connaître. On ne sait pas comment faire, on n'a pas d'idée, on ne sait pas ce qu'on pense, on ne sait pas quoi faire. Maintenant, la fixation d'oubli de soi. Alors, en 2014, on va reparler de cette histoire avec Laurent. Il n'a pas pris Laurent pour partager un confort qu'il a gagné, alors qu'il lui avait promis. Il s'est senti très triste de ne pas avoir respecté sa promesse et il souhaitait réparer son erreur. Et pour réparer son erreur, il voulait s'auto-punir en quelque sorte en ne profitant pas de la récompense, en la cédant à Laurent. Donc voilà, ça c'est typique du neuf qui préfère en fait être focalisé sur l'évitement des conflits. Donc ça passe par le fait de favoriser les autres au détriment de lui-même. Un autre exemple, pareil, c'est en 2012, il gagne un jeu de confort et il fait une contre-proposition à Denis, en lui disant non, est-ce que tous les autres peuvent profiter de la récompense? Enfin, il va céder la récompense à tous les autres. Il pense pas à lui non plus à ce moment-là. Il a envie de donner la récompense aux autres. Et je termine par un exemple plus généraliste. Il est naturellement modeste. T, c'est pas du tout quelqu'un qui va se mettre en avant. Alors qu'il pourrait en vrai, hein, il a de très grandes capacités en survie. S'il y en a un qui peut bien se vanter, enfin ils sont plusieurs, mais en l'occurrence il fait partie de ceux qui pourraient se vanter. Il a quand même de grandes capacités en survie au niveau botanique et tressage des feuilles notamment. Et aussi au niveau des épreuves, hein, il était très très fort sur les épreuves. Il en a gagné un paquet. Mais Théé reste toujours modeste, toujours dans l'oubli de soi, on ne se met pas en avant. Bien sûr, pour comprendre un membre du triangle, il faut comprendre la bascule du centre préféré. Pour le 9, c'est la bascule du centre instinctif. Et ça va permettre d'expliquer notamment la sortie qu'il a eue avec Charlotte dans les destins liés de l'île des héros, où finalement le binôme avait 2 colliers d'immunité et a quand même été éliminé. Quand le 9 perçoit le conflit, le centre instinctif va basculer. L'énergie va se retrouver bloquée, il va se retrouver comme paralysé en fait. Et comme le 9 perçoit souvent les choix comme des conflits, que choisir lui est difficile, et qui ressent beaucoup de confusion à ce moment-là, eh bien le centre instinctif va avoir tendance à devenir réprimé dans ces moments-là. En général, c'est pas grave, parce qu'au moment de faire un choix, il n'y a pas à bouger, il y a juste à parler, à dire ouais, je choisis ça, voilà. Donc c'est pas grave que le centre instinctif soit basculé. Le problème qui s'est posé pour Théé, c'est que au moment du fameux conseil des destins liés dans l'île des héros, en fait Théé attendait que Charlotte sorte son collier, et ce qui n'a pas été fait. Et à ce moment-là, il est resté complètement bloqué, le centre instinctif était paralysé, il ne pouvait plus rien faire et il avait plus d'énergie en fait. Impossible de soi-même penser qu'il avait lui-même un collier d'immunité. C'est pour ça qu'il dit après, j'ai moi-même pensé, j'ai moi-même oublié que j'avais un moyen de nous sauver parce que j'avais un collier d'immunité. À ce moment-là, le 9, en fait déjà, il est paumé dans sa tête le 9. Il faut comprendre ça à cause de la paresse de soi et de l'oubli de soi. Quand la situation est conflictuelle, vous ajoutez la répression du centre instinctif, l'énergie est bloquée, il se retrouve complètement paralysé, il était focalisé sur Charlotte, Charlotte ne sort pas le collier, Théé ne pense même pas qu'il a un collier puisque l'ego est trop fort à ce moment-là, il oublie qu'il en a un. En fait, ce que je veux dire, c'est que la situation, c'était la plus catastrophique possible pour un aîné à type 9. C'est-à-dire qu'il espérait que Charlotte sorte son collier et ça l'a complètement désorienté. Déjà que le 9 a un problème avec les priorités, il a du mal à distinguer ce qui est important de ce qui ne l'est pas. À ce moment-là, il était uniquement focalisé sur le collier de Charlotte et Charlotte était têtue et ne voulait absolument pas sortir son collier.
T a attendu, et impossible en fait pour lui derrière de repenser qu'il en avait un. Si encore Charlotte n'avait pas de collier, ben, T leur est sorti. À ce moment-là, il n'y aurait pas eu de conflit puisque la situation est très claire. Je suis en danger, je sors mon collier. Mais là, le problème, c'est que Charlotte avait un collier. Et c'est ça en partie aussi qui a focalisé l'attention de T sur le collier de Charlotte. Et derrière lui, bah, en plein conflit, ne demandez pas à un œuf d'agir ou de faire quoi que ce soit, il est incapable. Hein. Ensuite, plus généralement, on voit bien que T, il a un rythme plutôt calme. Quand on vit avec un œuf, c'est très important de respecter son rythme. C'est quelqu'un de calme qui prend son temps. Et si on bouscule son rythme en le stressant, eh ben, ce qui va se passer, c'est le phénomène de bascule. Parce qu'on crée un conflit. Donc c'est un peu paradoxal, c'est on pense le pousser en lui disant va plus vite. Et quand on dit à un œuf d'aller plus vite, il y a de grandes chances pour que ça le bloque encore plus, puisque le centre instinctif, comme je viens de le dire, va devenir réprimé. Et c'est notamment le reproche que fait T à Patricia dans l'épisode 6 de la saison 11, où sur une épreuve, Patricia, qui pour le coup, elle, était assez impulsive, avait poussé T, et T lui avait légèrement reproché ça au conseil en lui disant que ça l'avait stressé. Et bon, quand je dis qu'il lui a reproché ça, il lui a reproché ça à la manière d'un œuf, hein, c'est-à-dire, dans le fond, c'était pas grave, hein, je te le dis parce que Denis me pose la question, hein, mais sinon, je te l'aurais pas dit, quoi. Hein. Voilà pour la bascule du centre instinctif. On passe maintenant à l'illustration de la variante de TE, qui est donc la variante mu. Ça veut dire qu'il a le centre émotionnel en support. Et c'est vrai que TE, c'est quelqu'un d'émotif. Il a montré plusieurs fois, par exemple, il pleure beaucoup pour ne pas avoir choisi Laurent dans ce fameux confort en 2014. Et aussi, à côté de ça, il prend quand même souvent des décisions avec le cœur. Et il a du mal à suivre le déroulement stratégique du jeu. Il n'aime pas cogiter, quoi. À côté de ça, le centre mental, il est réprimé et ça accentue la confusion dans l'esprit du neuf, dans l'esprit de TE. Comme on l'a dit, chaque choix que lui demande Denis est laborieux. Il perd le sens des priorités. Et par exemple, quand il gagne le tir à l'arc dans l'île des héros, il décide, comme il dit lui-même, de ne pas cogiter et de prendre Claude. Sauf que ce dernier s'empressera de lui faire comprendre qu'il faut partager le confort avec Sam, qui était plus méritant que lui et plus jeune que lui. Voilà, ça pour moi c'est un exemple qui prouve que TE n'aime pas forcément réfléchir. Mais bon, au-delà de cet exemple-là, on voit bien dans toutes ses aventures que TE, c'est pas le mec le plus réfléchi du monde. Ensuite, je pense que Teyura a une L1 qui va lui apporter de la colère et du perfectionnisme. Dans son portrait de la nouvelle édition, il est perfectionniste dans son désir de remporter tous les totems. Et comme en fait les traits égotiques de l'aile vont être utilisés dans le cadre de l'ego de base, le 9 qui cherche donc le désir de base du 9, c'est d'avoir la paix. C'est assez logique que Teyura il décide de vouloir gagner tous les totems pour dire, je cite, « être vraiment tranquille ». Il y a une autre illustration pour moi qui montre qu'il a une L1, c'est ce qui s'est passé après l'épreuve du radeau, toujours dans la nouvelle édition. C'est une épreuve qui lui tient à cœur puisqu'il vient de Polynésie française et en fait il perd l'épreuve et donc après la perte de l'épreuve, il va exprimer sa colère en détruisant le radeau. Même si ce n'est pas des exemples très flagrants, c'est pour ça que je ne suis pas sûr, hein, mais à chaque fois que je mentionne les ailes, c'est assez délicat. Parce que la problématique du centre instinctif en général, c'est la colère. Le 9 préfère le centre instinctif, donc le 9 est tout le temps en colère. Donc par exemple, ce que je viens de dire sur le radeau, avec T qui s'énerve et qui casse le radeau, en réalité, il n'y a pas vraiment besoin d'une L1 pour qu'un 9 puisse faire ça. C'est possible qu'un 9 sans L1 le fasse quand même. Mais voilà, disons qu'avoir une L1, ça favoriserait ce genre de comportement-là. Donc j'émets l'hypothèse que TE a une L1. Et de toute façon, j'ai vu aucune illustration d'une possible L8. Donc par déduction, ça me semble évident que TE ait une L1. On en a terminé avec l'analyse de Teyura. Je vais maintenant citer un candidat pour illustrer l'autre variante du 9, la variante alpha. Et j'ai choisi
un des finalistes de la saison 14 qui était Bruno. Bruno qui avait donc le centre mental en support et le centre émotionnel réprimé. La répression du centre émotionnel chez le 9, ça va créer quelqu'un de placide, de flegmatique. Il est calme et il réprime ses émotions. Le détachement émotionnel, ça donne au 9 un côté posé et réfléchi. Quand on a le centre mental en support, ça va créer un 9 moins confus, qui peut avoir une analyse structurée et approfondie, tant qu'il ne parle pas de lui en fait. Pour éviter les conflits, il va utiliser son centre mental, donc qui lui permet de comprendre mentalement les situations et les avis d'autrui. Il est un peu moins fusionnel que la variante mu, puisqu'il réprime le centre émotionnel. Il va être plus distant, plus solitaire. Le fait de s'éloigner des autres, ça peut être perçu comme un bon moyen d'éviter les conflits. Bruno, il réprimait assez fortement le centre émotionnel. C'est quelqu'un qui gardait son calme en toutes circonstances. Et il ne cherchait pas spécialement à fusionner avec les autres. Le centre mental en support était bien visible aussi. On a un Bruno qui comprenait ce qui se passait dans la saison, qui était très lucide. Par exemple, dans l'épisode 10, au moment d'éliminer Jeff, il va dire « Ce soir, le jeu va basculer ». Je profite de Bruno aussi et de cette histoire avec Jeff pour détailler un point qui est important dans l'ego du 9. C'est ce qu'on appelle la force d'inertie. La force d'inertie, c'est le fait que, comme le 9 a du mal à s'opposer frontalement à ce qu'on lui dit, il ne peut pas en fait, puisqu'il essaye d'éviter les conflits. Donc c'est trop dur pour un 9 de dire en face « non, je ne suis pas d'accord ». À cause de ça, le 9 va faire de la résistance passive. La résistance passive, c'est tout simplement le fait de ne pas faire comprendre à l'autre qu'on n'est pas d'accord, mais de quand même ne pas aller dans son sens. C'est très difficile de faire quelque chose à un 9 qui ne le veut pas. Et par exemple, Bruno, en fait, ce qui s'est passé avant ce fameux conseil et l'élimination de Jeff, il y a Jeff qui vient lui parler pour lui dire qu'à la fin, quand théoriquement ils seront plus contre Rouge, c'est certainement Chantal qui va se faire éliminer avant la finale. Alors soit dit en passant, c'est pas l'objet de la vidéo, c'est extrêmement mal joué de la part de Jeff de dire ça, mais bref. Il le dit en plus à Bruno, qui, donc sur le coup, ne va pas dire « Ah non, 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 moi je suis pas d'accord, ça se passe pas comme ça, j'aime beaucoup Chantal, machin ». Il le dit pas, mais évidemment Bruno sait très bien que ça va être très difficile pour lui de voter Chantal si la situation décrite se présente. Donc Bruno, il sait qu'il n'est pas d'accord avec ce que Jeff vient de dire, mais au lieu de lui dire carrément « non, moi ça me plaît pas », il va rien dire ou il va dire « ok, je réfléchis ». Et il va passer toute l'après-midi à ne rien dire à Jeff, à réfléchir dans son coin. Et ce qui va se passer, c'est que la façon dont Bruno va montrer son désaccord, c'est tout simplement au conseil qu'il va le faire en votant contre Jeff. Et Jeff, après, en arrivant dans la résidence du jury final, à l'épisode d'après, il dira qu'il a subi une grosse trahison, une deuxième grosse trahison après celle de Cédric, par une des personnes avec qui il était le plus proche dans l'aventure. Et il était vraiment très surpris de ça, et d'ailleurs tous ceux qui étaient dans le jury final étaient aussi très surpris. Mais quand on connaît l'énéagramme, c'est pas si surprenant que ça en fait. La réaction de Bruno, elle est typique du 9. C'est-à-dire qu'il ne peut pas s'opposer frontalement à Jeff, il va utiliser ses armes, il va garder ça pour lui, il va bougonner dans son coin, il va préparer la contre-offensive tranquillement, calmement, lentement. C'est vrai que ça arrive lentement en fait, c'est ça, pour comprendre le 9, il faut comprendre, on en revient toujours au phénomène de bascule du centre préféré. À ce moment-là, Jeff lui dit quelque chose qui ne lui plaît pas, donc Bruno va percevoir les situations comme conflictuelles. Qui dit perception du conflit dit bascule du centre préféré. Qui dit bascule du centre préféré dit que ça va créer un phénomène de lenteur. Et c'est ce phénomène de lenteur chez le 9 qui est à la base de la résistance passive et de cette inertie en fait. Donc non seulement Bruno n'a pas voté comme prévu à ce conseil-là, mais il a carrément fait l'inverse. Et c'est ça que je disais quand je disais que c'est très très difficile à faire à un 9 quelque chose qui ne le veut pas.
Et c'est comme ça que le 9 manifeste son désaccord. Pas frontalement, à cause de la compulsion d'évitement des conflits, mais de manière retardée, c'est-à-dire petit à petit ou plus tard. Voilà, donc Bruno qui illustre très bien le phénomène d'inertie qui existe chez le 9. On en a terminé avec l'énéatype 9. Je vous ai dit un exemple de 9 de variante mu en la personne de Teyura. On a vu un 9 alpha avec Bruno. Je vais vous citer d'autres noms d'énéatype 9 dans l'histoire de Koh Lanta si vous voulez mieux comprendre l'énéatype. Pour la variante mu, je vous conseillerais quelqu'un comme Sébastien, qui était le moniteur d'escalade. Je ne sais pas si vous en souvenez, c'était dans la saison 17. Ou plus récemment, si vous voulez, vous aviez des personnes comme Fabrice ou Loïc qui ont participé à la saison 21, les 4 terres. Pour la variante alpha, vous pouvez vous en référer au gagnant de la saison 12 qui était Hugo. Voilà, on arrive au bout de cette série de 9 vidéos. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Parce que maintenant, je vais encore faire plein d'autres vidéos qui vont un peu plus se concentrer sur l'émission en elle-même et je vais un peu moins parler des candidats. Dans mes vidéos, je vais de temps en temps faire des références à l'énéagramme. Donc n'oubliez pas tout ce que vous avez appris dans ces vidéos. Et c'est quand même très utile à savoir et ça permet de mieux comprendre les façons de jouer de chacun et de mieux aussi comprendre comment on doit raisonner si on doit être un bon candidat face à telle ou telle personne qui n'ont pas du tout le même profil, qui n'auront donc pas du tout les mêmes réactions. J'espère vous retrouver très bientôt dans mes prochaines vidéos et je vous souhaite maintenant une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Matane!